Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce cours, je vais y arriver, qui s'adresse aux doctorants de l'université de la Polynésie française qui veulent s'inscrire au concours Ma thèse en 180 secondes. C'est pointu hein, comme clientèle. Cette première séance s'inscrit dans le cadre d'une formation qui va se dérouler jusqu'au mois de février, qu'on va faire à deux avec Rodica. Avec trois parties. Donc une première partie, présentation du concours, les enjeux, des choses comme ça. Pourquoi on fait un concours, à quoi ça sert dans la vie d'un enseignant-chercheur, je vais y arriver. Formation, ensuite on va plus travailler sur votre scénario, sur le discours de vos 180 secondes. Donc ça sera plutôt au mois de janvier. Et ensuite... Et là, on va travailler sur, non plus scénario, mais sur la préparation orale, sur comment je me place, comment je me déplace, comment je gesticule ou pas, etc. etc. Comment je joue mon scénario, comment je joue ma thèse en 180 secondes. Tout un travail. Mais au-delà de ça, c'est un prétexte pour apprendre plein de choses, pour voir plein de choses autour de la communication, autour... allez, soyons un peu ambitieux, de la place du chercheur dans la société, enfin, il y a une implication autour de tout ça. Avec des dates aussi à retenir, parce que l'objectif c'est de vous préparer pour le concours. Du mois d'octobre au mois de mars, on fait notre popote en interne dans chaque université pour travailler sur former les participants au concours et organiser un premier concours. Pour envoyer du 4 au 6 avril à ceux qui ont été sélectionnés dans les universités sur une demi-finale. Donc il y a un paquet d'universités, hein, je crois qu'il y en a deux qui vont partir sur les demi-finales. Après combien iront en finale, on verra. Mais sur, on va dire, ça fait plus d'une centaine de personnes et ils en gardent pour les sélections moins de 20 pour le mois de juin. Et ensuite, les deux premiers, je pense, vont à la sélection internationale au Sénégal. Cette année, ça sera au Sénégal, à côté des belles plages de Dakar. L'objectif de ce cours, qu'on va travailler sur ces 6 premières séances, d'abord, c'est connaître les principes du concours, 180 secondes, comment on participe, comment on s'inscrit. Ensuite, on voulait faire un focus sur l'intérêt de la vulgarisation, enfin je voulais faire un focus sur l'intérêt de la vulgarisation scientifique de vos travaux. Vous êtes enseignant-chercheur, à quoi ça sert pourquoi cette nécessité, ce besoin de vulgariser vos travaux auprès du grand public. Donc ça c'est quelque chose aussi on va regarder parce que c'est le fondement de ce projet-là. Et ensuite, on va essayer de développer vos habiletés à la vulgarisation scientifique en vue d'une présentation grand public. Hein. Donc trouver des astuces, comment bien parler, le sujet, faire l'histoire, des choses comme ça. Donc quelque chose un peu scientifique, hein, quelque chose plus axé sur la communication. Et puis on va mélanger ces deux axes-là. Donc en gros, le 6 novembre, on va faire le point sur le règlement, où on est, comment participer, faire une petite introduction sur la vulgarisation scientifique et une petite introduction sur c'est quoi la communication, pourquoi on communique, dans quel monde on est, etc. etc. Et puis on verra au fur et à mesure. Alors j'ai pas complété tous les thèmes, hein. On va le faire aussi en fonction de vos retours, de vos réactions, de ce que je sens, etc. etc. Mais en gros, sur la communication, c'est à peu près calé ce qu'on va faire sur les séances, les 6 séances qui arrivent. L'idée aussi c'est de travailler ensemble, d'où cette vidéo, si on n'est pas tous synchrones le mardi soir sur le campus de l'UPF. Je vous ferai des vidéos pour les regarder, les reprendre. Ceux qui étaient là le mardi, pour les reprendre le mercredi, jeudi, vendredi quand ils veulent. Ceux qui n'ont pas pu venir, vous avez un petit cours, un petit résumé de ce qu'on se dit en séance. L'idée c'est de travailler ensemble. Comme on a commencé à regarder les sujets, vous n'êtes pas tous sur le même sujet, vous n'êtes pas tous sur les mêmes thématiques de recherche, donc je pense que comme on est une petite communauté, c'est peut-être sympa de travailler ensemble, ça va mettre
ça va être même sympa de travailler ensemble, de partager. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques pour bosser ensemble, soit via les réseaux sociaux, soit en travail collaboratif pour monter ce projet, qui est d'abord tout un projet perso, mais plus on est de fous, mieux c'est. À qui s'adresse ce projet pour l'université? Donc aux doctorants inscrits à l'UPF en 2018-2019, donc sur cette année universitaire, à partir de la deuxième année ou plus, et tous les doctorants qui ont eu leur diplôme sur l'année universitaire 2017-2018. Donc là aussi, c'est pointu comme critère pour participer à ce concours-là. Donc ça s'adresse aux doctorants qui finissent leur thèse et aux doctorants qui ont soutenu l'année dernière, l'année universitaire dernière. Alors, d'où vient cette idée de faire cette idée de faire un concours en 180 secondes? C'est un peu la mode des speeches, des discours rapides dans les startups, dans les présentations et des choses comme ça. C'est très anglo-saxon. C'est pas américain, c'est anglo-saxon. Et l'idée de la thèse en 180 secondes, ça vient d'une université en Australie qui en 2008 a fait la thèse en 3 minutes, donc 180 secondes. La thèse en 3 minutes. Je vous ai mis le lien. C'est intéressant d'aller voir en 2008 les premières vidéos. 10 ans après, comme vous verrez les évolutions, c'est pas du tout la même chose. Ça, on travaillera aussi autour de ça. Ça a été repris en 2012, donc 4 ans après sa création de thèse en 180 secondes, par l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences, qui a repris ça, la partie francophone au Québec. Et en France, c'est arrivé, a été repris par le CNRS et la CPU, la conférence des présidents de l'université, en 2014. Donc 2008 Australie, 2012 Québec, 2014 en France. Poup, poup, poup. Ça a mis un peu de temps. Et ensuite, vous voyez, c'est repris dans le monde, dans la francophonie, dans plusieurs pays qui reprennent ça. Plusieurs universités dans le monde de la francophonie, et même les Suisses, depuis le dernier, je crois qu'ils sont arrivés. C'est nos amis suisses à l'université de Lausanne. Voilà, donc la thèse en 180 secondes, c'est le monde francophone. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a un vecteur intéressant à prendre en compte, c'est pour la promotion de la langue française scientifique dans le monde des sciences. Française scientifique dans le monde des sciences, on va dire. Alors, c'est quoi la thèse en 180 secondes? Comment ça se passe, le concept? C'est présenté en termes simples, compréhensibles pour un auditoire profane. Monsieur et madame Michu, monsieur et madame tout le monde, enfin comme vous voulez, doit comprendre le vocabulaire que vous allez utiliser. S'il y a des mots compliqués, il faudra les expliciter, il faudra les imager, il faudra les conceptualiser, il faudra faire des métaphores, on va travailler là-dessus. Mais l'idée, c'est de se faire comprendre auprès du grand public, se faire comprendre auprès de tout le monde. Et de présenter vos travaux de recherche. Pourquoi je fais de la recherche, où j'en suis, qu'est-ce que je vais apporter, répondre à ces questions-là. Pourquoi ça me plaît, quel impact je peux avoir sur la société. Enfin, il y a plein d'axes, mais sur vos travaux de recherche, pas où vous en êtes, c'est pas l'idée, c'est de présenter des résultats, des tableaux, des choses comme ça, non. Mais c'est faire quelque chose, une petite synthèse de votre travail autour de travail de la thèse. Et ce qu'on a travaillé aussi ensemble en présence, pour ceux qui étaient là à la séance, c'est, d'après vous, quelles sont les compétences que cela va vous apporter, ou les compétences que vous avez, sur lesquelles on va travailler dans le cadre de ce concours-là. Donc il y a toutes les compétences oratoires, toutes les compétences de construction d'un discours, toutes les compétences de présentation, toutes les compétences aussi autour de la synthèse. Vous travaillez, vous allez voir que vous allez commencer à rédiger, ou pour ceux qui ont commencé à rédiger la thèse, c'est un boulot énorme. Comment faire une synthèse de tout ça en quelques minutes? Donc là, il y a aussi un travail à faire sur vos compétences, et des compétences à développer ou à faire revivre, que vous avez peut-être un peu oublié, que vous n'avez pas utilisé tous les jours. Donc là, c'est ça qui est intéressant. Donc, chaque doctorant doit faire un exposé en 3 minutes. C'est court, 3 minutes.
que cet exposé doit être clair, il doit être concis, et essayer de convaincre, hein, partager les idées, d'être convaincant sur votre projet de recherche. Ah, ce n'est pas un discours de vendeur de voiture qu'on vous demande, hein. C'est pas moi le plus beau, le plus... Non, non, c'est d'être convaincant, il faut qu'on sente que vous vivez, comment vous vivez votre thèse, parce que c'est une expérience aussi de vie, il faut la partager. Ça doit être marquant dans une vie, une thèse, ces 3 ans-là. Donc, c'est quelque chose aussi vous devez faire ressentir. Ça doit être argumenté. Quand je dis que c'est pas un discours de vendeur de voiture, c'est que ça doit être argumenté d'un point de vue scientifique, c'est construit par rapport à vos résultats, par rapport au domaine où vous êtes, etc. Donc, et il faut aussi, c'est aussi ça, faire partager votre enthousiasme, faire partager vos résultats, faire partager vos envies et convaincre le public. Donc là, il va y avoir un travail qu'on va faire ensemble. Il y a une chose, un credo que je vais vous marteler pendant ces formations. En gros, quand on parle, c'est 200 mots par minute. 200 mots par minute, ça dépend de la longueur des syllabes, le nombre de syllabes dans les mots, mais en gros, on est à 200 mots par minute. Donc 3 minutes, si je compte bien, il va falloir faire 600 mots, résumer votre thèse en 600 mots. C'est pour ça que je parlais d'un esprit de synthèse. 3 ans de travail résumé en 600 mots. Ouais, ça va en développer de la compétence et dans ces 600 mots, il doit y avoir de l'émotion, de l'empathie, de faire partager vos idées. Et vous verrez, c'est pas que dans les mots, c'est aussi par vous que tout ça, ça doit passer. Et les mots, c'est très important, mais on verra tout au long de cette formation qu'il n'y a pas que les mots qui comptent dans une communication. Pour potasser un petit peu ça, je vous ai mis, alors sous la vidéo, vous trouverez un PDF qui reprend le résumé du cahier du candidat, ce que le candidat doit faire dans le cadre de ce concours, ce que le candidat doit respecter, les dates, ça je vous en ai donné, les impératifs, les contraintes techniques, comment on donne le départ, de la thèse en 180 secondes, comment marche le chronomètre, il y a tout un tas d'indications et de choses intéressantes sur comment ça va se passer. Donc vous avez 180 secondes, donc 3 minutes pour faire une présentation. Vous pouvez vous aider ou pas d'un support visuel. Alors c'est pas une diaporama, vous avez droit qu'à une image. On appellera ça plus une infographie. Donc on verra aussi sur comment on travaille cette infographie, comment on peut conceptualiser les idées, des mots, des notions, et soit être redondant avec votre discours. Est-ce que vous appuyez sur l'infographie? Est-ce que ça doit imager votre discours? Donc il y a plein d'astuces, il faudra qu'on travaille ça ensemble autour de cette infographie, avec des images libres de droit, enfin il y a tout est expliqué là-dedans. Quelque chose aussi qui est important, c'est tout doit être en français. On a déjà posé la question, non, c'est tout en français, il n'y a pas de présentation en anglais. Est-ce que on a un micro à main, un micro sur pied ou un micro cravate? Qu'est-ce que ça change? Ça, on travaillera avec vous, dans quelle posture vous trouvez le mieux, quelle posture donne plus de liberté, plus de contraintes, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Je vous l'ai mis aussi sur une clé USB, ce document. Donc vous pouvez le télécharger en PDF et vous pouvez le trouver aussi sur le site de ma thèse en 180 secondes et le télécharger donc soit sur la plateforme, soit sous la vidéo, soit sur ma thèse en 180 secondes. Et si vous ne l'avez pas, si vous le perdez, vous pourrez le retrouver facilement. Alors, si je fais une synthèse de tout ce que je viens de vous dire, la présentation de ma thèse en 180 secondes, c'est en français. C'est une présentation sans accessoires. Vous n'avez pas le droit de vidéo, vous n'avez pas le droit d'image, vous n'avez pas le droit sans accessoires. Vous ne pouvez pas amener une manip sur le truc et faire la manip d'une petite démo en 3 minutes, non. C'est une démo sans accessoires. Vous ne pouvez pas amener d'ordinateur si vous avez un logiciel à faire tourner. C'est vous l'accessoire. Vous n'êtes même pas accessoire, vous êtes le principal acteur et tout doit passer par vous. Vous avez la possibilité d'interagir avec le public, donc poser des questions, attendre des réponses, les vanner ou pas, les interroger ou interagir avec le public qui sera devant vous. Faites attention parce que
180 secondes, c'est court. Si vous posez une question, vous attendez une réponse qui ne vient pas, les 3 minutes seront vite passées. Donc sur le support visuel, donc une seule diapo, donc moi je parle d'infographie, une seule infographie qui ne bouge pas. Pas de film, pas de vidéo, pas de gif animé, ça ne bouge pas, c'est une image, c'est fixe. Pas de logo, alors pas de logo de la Polynésie, pas de logo de la République française, pas de logo de l'université, pas de logo du CNRS, pas de logo du labo, pas de logo du gars qui vous paye la thèse, etc. etc. Donc c'est juste vraiment une image comme ça. Les textes aussi, s'il y a du texte sur cette infographie, il doit être en français. Et donc aucun support audio, vidéo en plus, c'est tout doit passer par vous. Vous ne pouvez pas vous faire aider par un petit dictaphone ou des choses comme ça. Non, non, c'est que vous. Alors, qu'est-ce qui est important dans l'évaluation? Le talent d'orateur, l'éloquence. Est-ce que vous parlez bien? Est-ce que vous êtes en empathie avec le public? Est-ce que vous avez fait passer vos idées? Le talent d'orateur et l'éloquence. Est-ce que vous avez bien articulé? Pas comme moi. Est-ce que, etc., etc. Donc là, il y a tout un travail de communication. C'est très pointu, hein, très ciblé. Mais c'est intéressant sur apprendre à bien parler, bien poser ses idées, bien se faire comprendre, bien transmettre son message, etc. etc. Donc c'est un des critères d'évaluation. La médiation sur le sujet. Est-ce que l'originalité du travail de thèse, est-ce que la vulgarisation ici, est-ce que vous avez fait comprendre, vous avez travaillé sur des notions, des concepts compliqués? Est-ce que vous arrivez à les faire comprendre et aussi à bien faire passer le message auprès du public qui sera dans la salle, du grand public? Et il y a un critère d'évaluation, le coup de cœur, quelque chose qui a marqué dans la présentation, votre attitude, vos discours, l'image que vous aurez donnée, un point fort que vous aurez donné, une idée que vous avez fait émerger. Donc un coup de cœur aussi, la façon dont vous avez présenté, etc., etc. Donc il y a aussi le coup de cœur du public, en sachant que le jury, alors c'est pas des scientifiques, hein, c'est pas un jury de thèse que vous allez avoir. On va travailler évidemment sur la cohérence scientifique des propos que vous allez avoir, mais c'est pas ça qui est, enfin, c'est important, mais c'est pas le critère principal, c'est la façon dont vous faites passer le message auprès du grand public, et c'est ces critères-là qui seront évalués. Hein. Le passage, je suis un passeur j'ai un savoir compliqué, j'ai une expérience compliquée, ben comment je fais pour la présenter aux gens? C'est ça qui est évalué. Quand je dis des gens, c'est monsieur et même tout le monde, c'est pas des scientifiques. Alors, je me suis amusé et je vous invite à regarder, donc sur le PowerPoint, quand vous pouvez télécharger sous la vidéo, quand vous cliquez sur le lien d'une vidéo, vous pouvez voir la vidéo. Donc, je vous invite à regarder toutes les vidéos des thèses en 180 secondes qui ont été faites au Québec depuis 2012. Ouais, c'est ça, depuis 2012. Et donc, écoutez le discours, regardez dans quelle matière elles sont, regardez le nombre de vues sur les vidéos. Non, c'est pas toutes les mêmes. Regardez aussi l'attitude du public, la position du compteur, comment se fait le décompte. Regardez aussi comment on lance, chaque participant lance sa présentation, les accroches, les entrées, le petit geste qui permet de démarrer la vidéo. Et donc on voit aussi des évolutions sur des choses un peu figées, pas trop jouées au départ, sur la première année, avec des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus scénarisées, beaucoup plus répétées dans les évolutions des présentations, ça se voit. Et donc c'est intéressant aussi de repérer ce qui vous correspond à vous. Parce que l'idée, c'est pas, on n'a pas envie de faire quelque chose de formaté, blablabla, blablabla, c'est pas du produit commercial. C'est votre expérience de vie à vous, c'est votre thèse à vous, c'est vos travaux à vous. Et il faut qu'on sente aussi que ce soit quelque chose de personnalisé, que ça vienne de vous. Et donc il y a des choses qui vont vous plaire, des astuces, des présentations, des choses qui ne vont pas vous plaire. Il y a des choses qui vous correspondent, il y a des choses que vous avez envie de porter, vous avez des choses que vous avez envie de défendre. Et bien on va travailler là-dessus. Mais allez, c'est intéressant d'aller voir cette première série.
on en fera d'autres après, hein. Il ne faut pas trop non plus s'énerver. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est les collègues québécois et on voit une évolution. Même si parmi les Québécois, vous verrez, il y en a quelques-uns qui sont belges. Donc, mais c'est intéressant de voir cette évolution-là et ça vous donne déjà une première idée de l'exercice. Avec au passage, alors on ne le voit pas sur toutes les vidéos, mais normalement on voit sur l'infographie qui est associée au discours. Avec certains qui ont des astuces, ils sont mis des numéros. Genre, vous verrez, c'est au numéro 1, comme s'ils avaient des slides. Pourquoi pas? Je ne suis pas super fan, mais pourquoi pas, ça peut passer. Ça dépend de ce que vous voulez présenter. Donc quelques infographies qui sont faites, quelques présentations, avec la dernière qui vient d'avoir le prix récemment, 2018. Alors après, on ira voir depuis 2014 les lauréats français, mais restons sur pour démarrer sur cette première séance, sur ces quelques vidéos là. Je vous propose, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Restons sur ces 7 vidéos, 7 x 3, 21 minutes. Le temps de gamberger, de prendre des notes. Donc déjà une première demi-heure de travail. Pour une première approche, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses à voir. Et ensuite, on ira voir les finalistes au niveau international. J'ai adoré la dernière sur le méthane et les moutons. C'est la finaliste c'est la gagnante de 2018. Bah, pour le plaisir, allez voir, hein, ça fera une autre vidéo à voir. En plus, elle vient du Burkina Faso. C'est assez moi, j'ai bien aimé sa présentation. J'interviens souvent en Afrique. L'art du palabre, c'est quelque chose de traditionnel. On peut travailler, nous aussi, ça du côté de la Polynésie. Hop. Alors, dans quel cadre ça s'inscrit? Dans un cadre un peu plus général, je vais vous rappeler, vous a donné les 6 missions de l'université, donc d'un universitaire. Et puis c'est les 6 missions de l'université. Alors dans votre vie d'universitaire, si vous restez à l'université, vous serez certainement confronté à 3, 4, 5, 6 missions, peut-être pas toutes, hein. Dans votre vie universitaire, ça change, hein, ça évolue. Une vie universitaire, c'est pas souvent un long fleuve tranquille. Vous pouvez être responsable d'un service, changer de labo. Il n'y a pas que la recherche et l'enseignement. Même si l'enseignement en formation initiale et continue, c'est la première mission, une des missions. Une autre mission, donc, c'est la recherche scientifique et technologique, avec dans l'intitulé diffusion et la valorisation des résultats. Ce mot diffusion est important. Hein, la thèse en 180 secondes, on est dans la diffusion. Hein, c'est un exercice de diffusion du savoir. Donc être chercheur, c'est pas rester dans un labo. Être chercheur, c'est pas être derrière une paillasse. Être chercheur, c'est pas être dans une bibliothèque tout le temps. Vous avez des congrès, vous avez des réunions de labo. On est souvent dans le partage, dans les échanges, dans les diffusions des résultats, dans les confrontations d'idées, de concepts, de notions, etc., etc. Donc cette idée de diffusion, d'échange, de communication, en fait, elle est intrinsèque à la recherche. On ne cherche pas tout seul dans son coin. C'est compliqué maintenant de chercher tout seul dans son coin, c'est rare. Donc on est là aussi pour partager, communiquer avec le monde extérieur. Troisième mission, c'est orientation et insertion professionnelle. Ce que fait le COSIP ici à l'université. Est-ce que vous-même, vous allez être impliqué là-dedans un jour ou l'autre? Pourquoi? Ça fait partie des missions de l'université. Quatrième mission, donc au-delà de la diffusion, c'est diffusion de la culture scientifique et de l'information technique dans la société. On a besoin de diffuser les savoirs de l'université, ne doivent pas rester dans l'université. La société, les communautés doivent s'approprier. Ça doit avoir ce qu'on fait à l'université doit avoir un impact pour améliorer la vie,
pour me faire mieux comprendre les choses, et des trucs comme ça. On y reviendra par la suite. Donc vous voyez, hein, c'est une mission importante, hein, c'est quelque chose qui a été mis en part, en plus de la diffusion de la recherche scientifique. Donc cette idée qu'il ne faut pas que ça reste que dans l'université, c'est quelque chose d'important, c'est inscrit comme mission de l'université. Alors là, je dois avouer que sur la partie Polynésie, cette mission de participation à la construction européenne, on est moins sensible qu'en métropole. Et coopération internationale, participer à des coopérations internationales. Donc voilà les 6 missions de l'université. Donc si on se remet ça dans notre contexte, ma thèse en 180 secondes, ma thèse 180 secondes, on est sur de la recherche, diffusion des savoirs, on est sur la diffusion de la culture, donc ça correspond à une partie des missions que vous allez avoir si vous restez à l'université, si vous êtes universitaire. Et sur cette diffusion des savoirs et de la culture scientifique, j'ai une petite question. Ce pauvre monsieur, en 1633, a eu des soucis, puisque là c'est la peinture, j'allais dire la photo, le selfie, hein, la peinture de son procès, qui avait un savoir, qui avait une culture scientifique, et qui essayait de diffuser son savoir. Ça s'est mal passé pour lui, hein. C'est compliqué de diffuser son savoir dans la société, quand la société n'en veut pas. Donc là, il défendait la théorie de l'héliocentrisme, comme quoi c'était pas la Terre au centre de l'univers, mais c'était plutôt le Soleil. Donc c'est le fameux pauvre Galilée, hein, qui a été jugé pour ses positions scientifiques. Alors la thèse 180 secondes, c'est pas le procès de Galilée. Ça sera beaucoup plus décontracté et cool que ça, avec un impact sur votre vie beaucoup moins fort. Mais l'idée, elle est forte ma métaphore, mais l'idée c'est de passer devant les gens, de défendre vos idées et d'être convaincant. Alors est-ce que Galilée n'a pas été assez convaincant devant... je pense qu'il était convaincant, on n'était pas là, mais c'est travailler le discours du scientifique face à un jury. Alors, je suis un peu fort quand même sur mon image, ma thèse en 180 secondes et le procès de Galilée. Bon, c'est pas ça, mais un peu l'idée c'est d'être convaincant devant des gens pour faire passer son message auprès de tout le monde. Ouais. Et dans la société, dans l'évolution, dans l'histoire des sciences, l'histoire des sciences a été traversée par des grandes controverses scientifiques. Et là aussi, faire passer ses idées, faire passer un message, c'est pas toujours évident. Se faire comprendre auprès du grand public et auprès de ses collègues, auprès de la société en général, c'est pas toujours facile. Donc ça fait partie aussi du boulot des anciens chercheurs. Donc je vous ai sorti quelques controverses que j'ai récupérées sur Wikipédia. Alors on a parlé de celle sur les l'héliocentrisme avec Galilée, hein, qui a fini en procès. Ça s'est souvent fini mal. Hein. Il y a des controverses scientifiques, il y a des hommes qui en meurent. Hein. Pareil, enfin, pas mort d'homme à la thèse en 180 secondes. Hein. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. Mais pour vous dire l'impact de la communication dans l'histoire des sciences, c'est quelque chose d'assez important. Sur l'anatomie avec Vézal, sur l'univers infini. Donc au cours des siècles, on a ces évolutions-là, ces controverses qui sont arrivées sur la vaccination, etc. etc. Est-ce que les électrons, ils existent ou pas? Où ils sont Donc il y a plein de controverses qui ont existé. Et aujourd'hui encore, au XXe siècle, il y en a eu un paquet de controverses, tellement qu'il y en a, j'ai été obligé de faire des comment ça s'appelle, des sous-thèmes, tellement il y en a. Quand je parlais de mort d'homme, avec Lysenko, hein, et avec les généticiens, c'était à une époque, il faisait pas bon d'être contre M. Lysenko et des généticiens en Union soviétique. Hein. C'était goulag. Donc, défendre ses idées, c'est important. Dans l'histoire des sciences, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça fait partie aussi, c'est intrinsèque à la science. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'on va travailler. C'est pas aussi violent ce qu'on va faire que ces grandes controverses scientifiques, qu'on va travailler pendant ces séances-là. Alors, deuxième chose, je vous demande de réfléchir. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Serres, qui est un philosophe
des sciences, on va dire, plutôt optimiste, français, contemporain, vivant, qui fait encore des chroniques sur France Info et France Culture, il me semble, il a beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences, il a fait des cours d'épistémologie, il a beaucoup travaillé sur l'impact des sciences sur nos sociétés, l'impact de la communication, il prend des personnages métaphoriques avec Hermès, porteur de messages. C'est Petite Poussette, avant-dernier livre, c'était Petite Poussette, comment cette jeune fille, en tapant avec ses pouces, accède à tous les savoirs disponibles sur Internet via le numérique. Et ce qu'il dit, ce qui est intéressant, c'est que pour faire comprendre les choses, il faut raconter des histoires. Pour se faire comprendre, il faut raconter des histoires. Par exemple, j'ai parlé de Petite Poussette il y a un instant, un livre de Michel Serres sur l'impact du numérique, pour expliquer la dévolution cognitive. La dévolution cognitive, c'est que les savoirs ne sont plus dans notre cerveau, mais dans une extension au bout de notre main, un smartphone, une tablette, un ordinateur, une souris. Et les savoirs ne sont plus là, mais sont dans quelque chose ici. Et pour expliquer cette dévolution cognitive-là, il prend l'image, je crois, de Saint Michel qui se fait décapiter à Paris par les Romains, et qui prend le corps qui récupère la tête et qui regarde sa tête comme nous on regarde notre smartphone. Bon, là aussi c'est un peu violent comme image, mais au moins ça marque, on comprend la notion de d'évolution cognitive. Donc là, le credo de Michel Serres, c'est pour faire comprendre les choses, on peut raconter des histoires. Et c'est intéressant à écouter. Alors je vous invite à écouter une première conférence de Michel Serres qui est un peu longue. Alors on est très loin de la thèse en 180 secondes, parce que là c'est un discours de plus de 40 minutes qu'il a tenu aux 40 ans de l'INRIA. Donc il y a une dizaine d'années, ça date de 2008. Mais je vous invite à écouter ce discours, à prendre le temps de vous poser. Alors c'est à écouter, même si c'est une vidéo, vous verrez qu'il est assis sur un pupitre et il ne bouge pas. Mais c'est justement la force du discours, la construction du discours. Regardez un peu les images qu'il va prendre. À la fin du discours, essayez de prendre ça d'un bloc. Et qu'est-ce qui va vous rester au bout de 40 minutes? Quelles sont les images, les notions, les concepts qui vont vous rester au bout de 40 minutes? Si je caricature un petit peu, c'est un peu l'art de la veillée, le soir au coin du feu, l'ancien qui raconte une histoire. C'est un peu ça, avec une bonne rhétorique. On en verra d'autres, pas que dans les sciences dites dures, même si c'est un philosophe. On verra d'autres types de discours bien posés, bien calés, avec des histoires, un peu cette facilité à compter les histoires et à faire passer des messages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Donc le premier exercice que je vous demande, c'est de travailler avec Michel Serres. Pareil, je vous ai mis un petit document où Michel Serres, il explique pourquoi, plus que jamais, la science peut se raconter et pourquoi la science a aussi besoin de se raconter auprès du grand public, et quels ont été les grands mouvements de vulgarisation scientifique qui ont eu lieu. Donc un petit article que je vous mets là aussi dessous de Michel Serres. Et donc premier travail à la maison, bosser cette vidéo de Michel Serres, et puis on en reparle. Et puis on en reparle à la séance prochaine. Voilà, c'est fini pour cette première séance. Si vous voulez plus d'informations sur comment s'inscrire, comment participer, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, patati patata, vous posez ça à l'école doctorale de l'UPF. Et si vous avez des questions concernant le cours, n'hésitez pas à me faire signe, je suis là pour vous. À la semaine prochaine.